De respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Yo todas mis acciones dentro de un campo nunca han sido con intención de hacer daño a ningún compañero de profesión, por eso tengo mi conciencia muy tranquilo y vivo todos los días muy bien, ¿no? En mi casa y fuera. Dans la vie, on distingue facilement les méchants des gentils, ceux qui polarisent et ceux qui font l'unanimité, ceux qu'on aime détester mais qui, au fond, ne nous laissent pas totalement indifférents. Le terrain de football est un endroit idéal pour observer ce genre de phénomène, l'histoire en a connu beaucoup, à commencer par ce défenseur exceptionnel, si fort, si brillant et si malin. Sergio Ramos fait partie de notre vie depuis tellement longtemps, pour notre génération il a toujours été là, l'esprit de compétition comme essence éternelle. Mais alors pourquoi et comment Ramos a-t-il autant dominé sa discipline pendant si longtemps? Au-delà de son agressivité légendaire, qu'est-ce qui le différencie vraiment du reste du gratin? Voici l'histoire d'un mec qu'on aurait pu mettre absolument partout sur le terrain, l'histoire d'un défenseur dans l'âme originale d'un attaquant. Voici l'histoire unique de l'immense Sergio Ramos. Il y a plus de 20 ans, quand j'ai vraiment commencé à suivre le football et pour la première fois en être conscient, Sergio Ramos était déjà sur les terrains. C'était vers 2003-2004, l'Espagnol envoyait des grands coups de calebasse. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, le temps a passé, le monde a changé, mais Sergio envoie toujours son gros crâne sur les corners. Ce mec-là fait partie de notre vie depuis plus de 20 ans, on a grandi avec lui, pour ceux de ma génération, on l'a vu globalement tout faire sur un terrain. De ses débuts sur le côté droit, dribbleur et déjà bien bagarreur, de son passage en charnière centrale, tacleur et surtout grand leader, Ramos c'est l'histoire d'une polyvalence de tous les instants. Ça ne surprendra personne, mais Sergio Ramos a bien commencé le football comme attaquant, on le comparait petit à Bernd Schuster, illustre attaquant allemand passé notamment par le Real Madrid. De toute sa palette technique à sa finition remarquable, notamment sur le jeu de tête, Ramos a préservé l'héritage de son enfance pour le mélanger avec les obligations du football de très haut niveau. Cette mentalité d'offensive dans un gamin finalement replacé derrière a toujours collé à la peau de l'un des footballeurs les plus reconnaissables sur un terrain de football. La grande crinière qui venait te chatouiller sur les corners, les cheveux bien rangés qui venaient te secouer dans un duel à l'épaule, le mafieux gominé qui vient t'embrouiller à la moindre occasion. L'agressivité notoire du défenseur a fait aussi toute sa réputation, on en reparlera juste après. Certains y voyaient de la méchanceté, d'autres un moyen efficace d'assurer ce rôle de leader. Dans tous les cas, l'Espagnol ne laissait personne indifférent. Alors oui, parfois Ramos a collaboré avec la NASA, mais ça lui arrivait aussi d'envelopper le ballon d'une petite panenka bien touchée. Voilà pour l'entrée en matière plus générale, on va se focaliser maintenant sur l'aspect défensif de Ramos et mettre en avant ses points les plus forts, ceux qui ont fait de lui ce défenseur d'élite. Premièrement, déjà, l'Espagnol est un monstre physique. Pas forcément le plus grand par la taille, un bon 1m84 quand même. Ramos a toujours une densité athlétique assez folle, ça court vite, c'est imbougeable au contact, c'est totalement intraitable dans les airs, bref, c'est du très costaud. Quand tu vois les photos d'un Ramos vieillissant, tu demandes ce que c'était déjà à 20 ou 25 ans et tu comprends pourquoi il excelle depuis plus de 2 décennies. Esa obsesión que tiene por mejorar día a día, por exigirte al máximo en cada entrenamiento para que mejore futbolísticamente también en todos los sentidos. Él nos intenta inculcar el máximo sacrificio, el máximo trabajo para que después el rendimiento sea mayor, ¿no? Tactiquement aussi, évidemment, l'Espagnol était phénoménal. La lecture des trajectoires sur les phases défensives, savoir défendre agressif ou rester debout, savoir quand intervenir et surtout avec quelle manière. Le nombre d'interventions de Sergio Ramos où tu vois qu'il avait tout compris avant tout le monde, cette qualité d'anticipation était l'une de ses plus grandes qualités. Quand il est un peu à la bourre, Ramos sortait plutôt la sulfateuse, un gros coup de lame pour aller dévier le ballon et stopper la contre-attaque. Ça, c'est du Sergio Ramos comme tout le monde l'imagine. Mais derrière l'image du découpeur compulsif, il y a aussi tout le reste, la qualité de relance, les transversales de Regista, la qualité ballon au pied pour résister au pressing, bref, on est vraiment sur le package ultime.
Ses grandes diagonales pour aller chercher son côté droit et faire basculer complètement le jeu, le capitaine madrilène l'a presque automatisé. C'est pas forcément ce qui ressort le plus de sa palette de jeu, mais le défenseur a toujours affiché des pourcentages de réussite impressionnants dans ce qui est passe courte ou passe longue. Ayudar al equipo a nivel ofensivo, en estrategia, balón parado, hacer goles, pero yo creo que el defensa se debe de limitar a no perder balones, a defender bien y a dar seguridad al equipo. Después, si puedes ayudar a tu equipo con goles, en balón parado y en estrategia, pues mucho mejor, pero que cada uno no confunda el rol y que todos hagan lo que mejor saben, ¿no? Y el defensa para mí tiene que defender. Et quand le pressing adverse empêchait toute solution de passe, Ramos n'hésitait jamais à se projeter vers l'avant pour faire le surnombre et désorganiser justement ce pressing. Il y a pas mal de vidéos disponibles sur YouTube qui expliquent de manière approfondie toute l'intelligence tactique de Ramos dans ses interventions, ses choix dans les passes, ses projections, etc. Pour ceux qui sont intéressés, vous les trouverez dans la description. Dans un style assez similaire, vous trouverez aussi quelques vidéos intéressantes sur la manière dont Sergio Ramos organise les corners offensifs. Tout ce travail de préparation avec ses coéquipiers, de course, de feinte et d'anticipation des trajectoires, on comprend un peu mieux pourquoi Ramos a claqué autant de buts dans ces conditions. Mais pour bien comprendre l'évolution de Sergio Ramos et pourquoi on en fait un candidat sérieux au titre tout simplement de meilleur défenseur de l'histoire, il faut revenir à la fin des années 2000. À cette époque, Sergio Ramos est élu par le syndicat des joueurs professionnels comme étant le meilleur latéral droit du monde, pas central, bien latéral, et ça, il va le faire 3 fois. On voit toute la facilité du joueur à s'adapter au contexte avec ou sans ballon. À droite, c'était plutôt son poste de prédilection, là où il aurait pu clairement faire toute sa carrière. Dans ses chevauchées vers l'avant, comme dans ses replis défensifs autoritaires, Sergio en imposait, jeune déjà, fallait pas trop aller le chatouiller. Cette version de Sergio Ramos est peut-être un peu occultée par l'aura et tout le palmarès de sa mutation en charnière centrale, mais ne l'oublions pas, à la base, Sergio c'est du latéral, et du latéral très sérieux. Avec Séville lors de sa première saison professionnelle, ou sous les couleurs du Real et de la sélection, Euro 2008 et Coupe du Monde 2010, le jeune prodige mettait les barbelés, faisait quelques roulettes et pouvait aussi déposer quelques caviars sur la tête des attaquants. Pour beaucoup de supporters espagnols, c'était lui le meilleur défenseur de la Rora sur cette période. Sa finale du mondial contre les Pays-Bas est une véritable leçon d'espace, de comment on fait pour jouer latéral. Hombre, pues la recuerdo como una de las noches más especiales de toda mi vida, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, algo único, ¿no? Y para mí, pues lo recuerdo siempre como uno de los mejores días de mi vida. C'est pas pour rien si en 2005, le Real est allé le chercher pour 27 millions d'euros et que Chelsea en a proposé 70 en 2008, un transfert qui aurait fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire. Au Real, Ramos a joué ses premières années à droite et attendra le départ de Cannavaro et Carvalho pour basculer vraiment dans l'axe, sous les conseils d'un certain José Mourinho. Me incita a seguir trabajando y a seguir mostrando mi mejor nivel, pero no estoy para decidir porque, como dije en su día, he conseguido cosas muy importantes como lateral derecho y si tengo que volver, pues lo haría encantado. L'Espagnol s'est formé avec le temps, il a grillé quelques étapes évidemment, mais le gros de son boulot a été du côté défensif pour apprendre à switcher entre latéral et central, et l'histoire nous l'a appris, il y en a plusieurs qui n'ont pas réussi à le faire. Alors oui, la comparaison avec Paolo Maldini est possible dans le sens où les deux ont commencé leur carrière sur le côté, gauche et droite, et ont fini leur carrière comme défenseurs central d'élite. C'était tous les deux des bons manieurs de ballon, plutôt fins techniquement avec une bonne qualité de relance et de centre, mais pour le reste du personnage en général, la comparaison ne va pas beaucoup plus loin. L'Italien a toujours gardé ce statut d'un footballeur dit propre, absolument pas clivant, tacle debout et maîtrisé, seulement 3 cartons rouges en presque 25 ans de carrière, alors que l'Espagnol avait opté plutôt pour la deuxième option. Dans n'importe quel débat qui tourne autour de Sergio Ramos, tout le monde pense évidemment au côté plus sombre de l'Espagnol, au tempérament bien salé du capitaine madrilène. À l'instar d'un fadeaway où le basketteur novice dirait Kobe, d'un revers à une main qui t'oblige à crier Roger. Qui n'a jamais taclé un pote en hurlant Sergio Ramos, comme si l'Espagnol nous habitait dans ce genre de situation. Les souvenirs les plus marquants restent intimement liés avec le FC Barcelone, cette rivalité bouillante sur le terrain qui tenait en haleine toute la planète,
alors même que Sergio Ramos jouait contre ses potes de la sélection. Mais là, le maillot était différent et Ramos n'en avait rien à secouer. Un classico, ça se joue et ça se gagne, même contre les copains avec lesquels tu as déjà tout vécu. Mourinho entiende que la amistad entre los jugadores de la selección española y del Fútbol Club Barcelona perjudica al Real Madrid. A Mou pues, no le gusta que tengamos relaciones con jugadores que después pues, nos quieren, entre comillas, humillar, metiéndonos 3-0 o 4-0. Él no creía en lo que era la amistad dentro de un terreno de juego ni fuera, ¿no? Cette mentalité plaisait à tous les supporters du Real évidemment, et au fond d'eux peut-être aussi à tous les supporters du Barça. Quelle saveur auraient eu les classicos sans tous les attentats de Sergio Ramos et toutes les fois où il s'est fait mélanger par Léo Messi. À l'époque, Ramos pouvait compter sur son plus fidèle acolyte, Pep, un duo presque traumatisant qui a énormément compté dans la réussite du club madrilène. Les lieutenants derrière faisaient le sale boulot et offraient une certaine liberté aux magiciens devant et au milieu. Ce Real Madrid marquait beaucoup et encaissait en moyenne moins d'un seul but par match. Avec Varane, la charnière était disons un peu plus douce, le français était moins à l'aise avec l'agressivité et la recherche automatique du contact. Mais les deux charnières ont des statistiques plutôt similaires, avantage tout de même au portugais. Rafa Varane es mejor futbolista, se siente mejor y es mejor cuando está al lado de Sergio Ramos. Es verdad que en los últimos resultados en Champions, cuando no estaba Sergio, el equipo no ha estado bien. Yo creo que Sergio aporta mucho a nivel colectivo. Yo creo que ese carácter que tiene es muy bueno para el equipo. Y el equipo, bueno, no sé si es casualidad o no, pero sin Sergio últimamente no hemos estado bien. Le combo franco-espagnol cumule 228 matchs alignés tous les deux, pour en moyenne 2,23 buts marqués et 1,02 encaissés. Côté plutôt destruction, le combo Ramos-Pep a disputé 252 matchs tous les deux pour 2,49 buts marqués et seulement 0,99 encaissés. Comme quoi, l'image de grand découpeur peut cacher des chiffres totalement à leur avantage, même si l'imaginaire collectif retient surtout ce genre de grands moments. Ramos est vraiment l'ADN de ce Real, et quand tu vois les lascars qu'il y avait lors de son arrivée à Madrid, tu comprends un peu mieux le personnage. Nous pensons très fort au Real Madrid 2005-2006 avec le jeune Sergio Ramos, l'expérimenté Michel Salgado et l'horrible Thomas Gravesen, les trois mousquetaires que tu n'avais pas du tout envie d'affronter. La compilation des fautes de Michel Salgado est bien corsée, et on pourrait même se demander, les deux étant latéral droit à l'époque, si la transmission de cet ADN ne s'est pas déroulée à ce moment-là. D'ailleurs, la mentalité a bien dû se partager à un moment donné, quand on a demandé à Salgado son avis sur la blessure de Salah en finale de Ligue des Champions. Sa réponse n'a pas surpris grand monde. And he knows that it's part of football. I think it's a stupid thing, and a stupid reflection. If people say that it was something to do with Salah's injury. J'avoue que de mon côté, j'ai toujours été un peu fan de ce genre de profil un peu clivant, de tous ces footballeurs comme Sergio Busquets, Thiago Motta, Luis Suarez, des mecs bien sournois qu'on a tous détestés un jour ou un autre et qui nous ont fait passer par plusieurs émotions. Le dégoût, l'acceptation, voire l'admiration, la haine ou la compréhension, c'est des profils qui sont indispensables au football pour qu'on puisse ressentir quelque chose de différent. Surtout que pour la plupart, à quelques exceptions près, c'est pas des mecs méchants à la base, c'est juste des mecs malins et ultra compétitifs qui prenaient du plaisir à jouer comme ça. D'ailleurs, Sergio Ramos et Luis Suarez avaient beau s'envoyer des giga coups d'épaule, voire des énormes fautes durant leur face-à-face, ça se finissait toujours avec du respect. Même constat pour Diego Costa dans cette catégorie de footballeurs clivants. Avec Ramos ou Pep, ça s'envoyait des insultes et des coups pendant 90 minutes. Ça se taquinait à la moindre occasion, ça parle, ça se bouscule. Mais à la fin, surtout, ça se respecte. Yo termino siempre, ¿no? con un abrazo, lo que se queda en el campo. Yo creo que hay muchas cámaras para jugar, hay mucha gente que pueden tener la opinión, pero yo no tengo problema en ese aspecto. Le football doit aussi être comme ça, pas toujours évidemment, mais parfois. Sinon, clairement, on finirait par s'ennuyer. Sergio Ramos est une figure contestée de par son comportement, mais il y a d'autres points de sa carrière qui ont forcé le respect de tous. Le 28 août 2007, Antonio Puerta a perdu la vie suite à un arrêt cardiaque lors d'un match du FC Séville. Un drame qui a bouleversé l'Espagne et en particulier Sergio Ramos. Antonio était l'un de ses amis les plus proches. Ils étaient ensemble à l'académie du FC Séville et ont fait leur grand début tous les deux, quasiment en même temps. Ramos a donc choisi de lui rendre hommage en gardant le numéro 15 en sélection, l'ancien numéro de Puerta, et l'Espagnol arborait plusieurs fois un t-shirt avec le visage ou le nom de son ami,
juste pour ne jamais l'oublier. Grand capitaine, grand cœur, grand bonhomme, c'était ça aussi, l'autre Sergio Ramos. Et qui dit Ramos dit forcément palmarès, c'est pas ce que je voulais mettre le plus en avant dans cette vidéo, mais la liste est tellement longue que faut s'y arrêter 30 secondes. On va pas y aller par quatre chemins, Ramos a tout gagné, même plusieurs fois, Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, tiens, puisque c'est dans l'actualité, sans parler de toutes les récompenses individuelles, nommées dans toutes les équipes types possibles, 2008, 2010, 2012, plusieurs fois meilleur défenseur de Liga, de Ligue des Champions, de l'UEFA, 11 fois dans l'équipe type de l'année FIFA, Ramos a toujours été là dans le costume du patron. Même si tout ça, l'Espagnol s'en fichait un petit peu. Por encima de todo, si tengo que elegir, que el Madrid vuelva a ser campeón de Champions y que podamos celebrarlo, ¿no? Yo creo que los premios colectivos es lo más importante, si no, como dije en su día, me hubiera dedicado al tenis, ¿no? Des chiffres qui s'expliquent aussi forcément par cette longévité assez folle. En 2005, c'était lui la révélation de la Liga. En 2025, il continue d'être performant face aux meilleures équipes du monde. L'esprit de compétition ne disparaîtra jamais. Je vous en balance quelques-uns à la volée. En 2013, l'Espagnol fêtait sa 100e sélection avec la Rora, la centaine de matchs internationaux disputés alors qu'il n'avait que 27 ans. Quand il faut faire les comptes, l'addition est salée. Ramos vient de dépasser les 1000 matchs disputés en carrière. Il sera bientôt dans le top 30 de l'histoire. Et mine de rien, c'est pas si commun pour un joueur de champ. Avec son style de jeu bien énergivore, la répétition des efforts, des contacts et des compétitions, savoir que l'Espagnol a dépassé cette barre mythique illustre encore un peu plus la détermination et la résistance du bonhomme. Joueur le plus capé de l'histoire de la sélection espagnole, presque 700 matchs disputés avec le Real. Les chiffres s'entassent et honnêtement, je sais même plus trop quoi en faire. Espero, ¿no? Transmitir a las nuevas generaciones que vengan pues ese espíritu, ese carácter, esa ambición y esa forma de ser que siempre he sentido desde que era un niño. Cuando he ido creciendo pues lo he ido trasladando mucho mejor y ojalá, ¿no? El día de mañana cuando se hable de Sergio Ramos se hable de hambre, de carácter, de pasión reflejado en esta gran boca. Alors à la place, on va plutôt évoquer un petit détail qui a son importance dans l'héritage laissé par l'Espagnol. Ramos, c'est la goutte d'eau madrilène dans l'océan barcelonais de cette Espagne hégémonique. Il y avait Casillas évidemment dans les cages, il y avait Xabi Alonso un peu plus haut, mais dans ce football biberonné par le FC Barcelone, celui de Xavi, Iniesta, Piqué, Busquets, Alba ou Puyol, Sergio restait la figure d'un Real Madrid un peu à la ramasse. Il en fallait un ou deux, c'était Sergio et Soniker, de quoi rassurer les supporters espagnols et surtout madrilènes qui voyaient cette équipe sur le papier bien catalane. Pour toutes ces raisons, je voulais rendre hommage à Sergio Ramos avant qu'il ne termine sa carrière. Cette année, l'année prochaine, on ne sait même pas vraiment. Avec lui, le football peut durer encore longtemps. L'Espagnol a joué avec Zidane et contre Lamine Yamal. Sergio a remplacé Dani Alves à Séville en 2003. Ramos a disputé le Mondial 2006 aux côtés de Santiago Canizares, qui avait 17 ans de plus que lui. Nada, con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no? por haber cumplido uno de mis sueños y nada, sobre todo hay que destacar la victoria que nos sirve para encarar el partido ante Serbia, ¿no? Pues vamos, muchas gracias, enhorabuena y a repetir. Toujours le plus jeune, bientôt toujours le plus vieux. Avec l'Espagnol, c'est toujours un peu extrême. Le talent du jeune prodige a sauté aux yeux très tôt, Séville n'a pas réussi à le retenir très longtemps. Au Real, il s'est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire, vice puis capitaine de l'escadron madrilène. La question ne se pose même pas vraiment. Quand tu vois la personne, le flow, ce qu'il dégage, c'est la figure du leader avec qui tu pars à la guerre et tu fonces directement dans le tas. Et justement, cette dégaine et ce style de Ramos ont pu jouer en sa faveur côté charismatique ou l'a peut-être parfois desservi. Le Ramos sous brassard de capitaine, maillot manche longue, avec les cheveux bien posés et le pied qui traîne partout. Ça, c'est du défenseur qui défend, du leader de vestiaire qui rassure tout le monde sur le terrain. En vrai, on va se le dire clairement, Ramos c'est exactement le style de joueur qu'il vaut mieux avoir dans son équipe que dans celle de l'adversaire. C'est le capitaine qui sauve le navire à la 92e, c'est celui qui met le pied pour réveiller tout le monde, celui qui met la tête là justement où t'oserais à peine mettre le pied. Ramos, c'est l'incarnation ultime du gladiateur dans son arène préférée, ce leader d'homme exceptionnel qui fait son boulot depuis 20 ans, toujours avec la même passion, toujours avec la même envie. Les cheveux ont perdu un peu de longueur, la barbe elle a pris un peu de volume, l'aura de Sergio Ramos a gonflé en même temps que son immense palmarès,
et toute sa panoplie défensive et offensive. Le football devrait tourner l'une de ses plus belles pages dans les prochains mois, voire les prochaines années. On n'est pas à l'abri de voir l'Espagnol traîner encore longtemps sur les terrains. Alors profitons, parce que le football sans Sergio sera forcément plus fade, moins vicelard et moins spectaculaire. Heureusement, il nous restera tous les souvenirs. Que ce soit du pied, du crâne, de la semelle ou du genou, l'Espagnol fracassait la cible presque à chaque fois. Et tout ça, clairement, on n'est pas prêt de l'oublier. En Espagne, à Madrid, le roi s'appelle Felipe VI, mais attention, les experts politiques commencent à débattre. Et si, finalement, le trône n'était pas réservé à sa majesté Sergio, numéro 4.